Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Un élément reste rarement sous forme atomique et, hormis pour quelques cas singuliers comme les gaz nobles, qui ont une configuration électronique très stable, un atome va chercher à se stabiliser en créant, avec d'autres éléments, des liaisons chimiques. Ceci aboutit aux molécules, et nous allons nous intéresser dans ce cours à la formation d'une liaison chimique particulière, qui est la liaison covalente. Nous nous intéresserons également à la géométrie des molécules formées par liaison covalente. Pour ce qui est du modèle de Lewis de la liaison covalente, après quelques généralités sur les liaisons chimiques, nous intéresserons aux différentes règles qui régissent le modèle de Lewis, de manière à aboutir, au paragraphe grand 1.6, à la construction des représentations de Lewis des molécules, puis au paragraphe grand 1.7, aux caractéristiques des liaisons covalentes. Les édifices polyatomiques résultent d'interactions entre les électrons de valence des atomes, ou des ions atomiques, qui se lient par liaison chimique. Une liaison chimique, c'est une interaction forte entre électrons qui nécessite une redistribution des électrons par rapport au cas où les atomes sont isolés. Une interaction forte, c'est une interaction d'énergie de l'ordre de la centaine de kilojoules par mol. On le reposera au chapitre suivant, les liaisons dites physiques, interactions plus faibles, avec des énergies de l'ordre de la dizaine de kilojoules par mol. Les édifices polyatomiques résultent d'interactions entre les électrons de valence des atomes, ou des ions atomiques, qui se lient par liaison chimique. Une liaison chimique, c'est une interaction forte entre électrons à partir de deux atomes isolés, 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 à partir de deux atomes isolés. À ce stade, on peut se demander ce qui va conditionner le fait que deux atomes A et B se lient plutôt par liaison ionique ou plutôt par liaison covalente. Les liaisons covalentes et ioniques sont deux modèles de liaison. On verra par la suite que les liaisons covalentes sont souvent ce qu'on appellera des liaisons covalentes polarisées entre les deux modèles de la liaison purement covalente et de la liaison purement ionique. Et en fait, on tend vers l'un ou l'autre de ces modèles en fonction de la différence d'électronégativité entre A et B. Plus elle est élevée et plus la liaison covalente s'approche des caractéristiques d'une liaison ionique. Très schématiquement, et c'est à mettre en regard avec ce que l'on avait dit de l'évolution de l'électronégativité sur une période dans la classification périodique, les éléments de faible électronégativité appartiennent au bloc S. Les éléments très électronégatifs, eux, sont ceux des colonnes les plus à droite du bloc P. Et entre les deux, on a les éléments du bloc D et les éléments des colonnes les plus à gauche du bloc P. La liaison ionique, en fait, va se rencontrer entre éléments des blocs S et P
dont la différence d'électronégativité est importante, supérieure à 1,6, qui n'est pas une valeur à avoir en tête, mais il faut retenir que la liaison ionique n'a lieu qu'entre éléments qui ont une grande différence d'électronégativité. Bon, par exemple, entre le sodium Na, qui est un alcalin, et le chlore Cl, qui est un halogène, la différence d'électronégativité est supérieure à 2. Et donc, quand Na et Cl se lient, c'est par liaison ionique et formation de Na plus Cl-. La liaison covalente se rencontre très généralement entre éléments du bloc P, parfois entre un élément du bloc P et un élément du bloc D, et de manière très anecdotique entre un élément du bloc P et un élément du bloc S. Alors voici pour ces généralités sur la liaison chimique. Dans la suite du chapitre, nous ne nous intéresserons plus qu'à la liaison covalente. Avant d'aller regarder les différentes manières de former une liaison covalente, je vais faire un rappel sur la représentation de Lewis de quelques atomes. Pour l'hydrogène, un électron célibataire. Pour l'azote, un doublet d'électrons et 3 électrons célibataires. L'oxygène, 2 doublets d'électrons et 2 électrons célibataires. Le fluor, 3 doublets d'électrons et 1 électron célibataire. On avait établi la représentation de Lewis de ces 4 atomes dans le cours sur la configuration électronique. J'ai fait un petit rappel dessus parce que je vais me servir essentiellement de ces atomes lorsque on ira construire des représentations de Lewis. Pour former une liaison covalente, il y a 2 cas possibles pour la mise en commun de ces 2 électrons de valence qui vont permettre de faire la liaison covalente. Le premier cas, c'est chaque atome apporte un électron. Dans ce cas, on symbolise le transfert d'électrons entre A et B par des demi-flèches qui correspondent au transfert d'électrons. On va alors se retrouver entre A et B avec une liaison covalente qui est issue de la mise en commun de ces 2 électrons. Des exemples avec la formation du dihydrogène H2, mise en commun d'un électron de H et d'un électron de H. D'autres exemples avec par exemple la formation de la molécule d'eau, l'oxygène 2 électrons célibataires, l'hydrogène 1 électron célibataire, et on va avoir des mises en commun de 2 électrons pour former 2 liaisons sur l'oxygène avec chacun des hydrogènes. On va, à partir de cette structure de l'eau, introduire la notion de doublet liant, qui correspond à un doublet d'électrons qui est effectivement une liaison de valence, et puis un doublet non liant, ou anciennement doublet libre. J'utiliserai ces 2 vocabulaires pour les doublets, qui correspondent à 2 électrons appariés qui n'interviennent pas, qui ne forment pas de liaison covalente. Autre exemple avec la formation de la molécule d'ammoniac, NH3, à partir de la structure de Lewis de l'azote et de la structure de Lewis de l'hydrogène. Un dernier exemple sur la mise en commun de 2 électrons avec chaque atome qui apporte un électron, c'est le fluorure d'hydrogène, HF. L'autre possibilité pour former la liaison covalente, c'est que les 2 électrons proviennent du même atome. Voilà le formalisme qui correspond à cette formation de liaison covalente. On va avoir un atome B qu'on va appeler base de Lewis qui possède un doublet d'électrons appariés et un acide de Lewis. On définira tout à l'heure ce qu'est ce rectangle mis à droite de l'atome A. Ça permet de former donc une liaison covalente, la mise en commun des 2 électrons mais qui proviennent du même atome, ici l'atome B. Ça permet de former une liaison covalente entre A et B. Cette liaison est dite de coordination ou anciennement liaison dative. Alors pour la mise en commun de 2 électrons par liaison de coordination, l'acide de Lewis capte un électron alors que la base de Lewis va céder un des 2 électrons de son ou de l'un de ses doublets non liants. On va donc avoir apparition ou disparition de charge. Apparition d'une charge moins sur l'élément A puisqu'il capte un électron, ou éventuellement disparition de la charge si l'élément A était au départ chargé plus. A l'inverse, B perd lui un électron puisqu'il le cède pour former la liaison de coordination. On a apparition d'une charge plus sur l'élément B, ou éventuellement disparition de la charge si l'élément B était au départ chargé moins. Un exemple pour cette liaison de coordination, c'est la liaison formée entre le chlorure d'aluminium et l'ammoniac qui permet la formation de l'entité qui est dessinée à droite ici sur cette diapositive.
Il y a des cas comme par exemple le cas de formation de l'ion hydroxonium ou hydronium H3O+, où on va avoir à la fois des liaisons covalentes formées par la mise en commun de deux électrons qui proviennent d'un seul atome, ou des liaisons covalentes qui proviennent de la mise en commun de deux électrons, chaque atome apportant un électron. Donc c'est ici le cas dans l'ion hydroxonium. Une fois que l'entité est formée, l'entité H3O+, dessinée à droite, on ne sait pas quelle liaison est de coordination ou quelle liaison est issue de la formation d'une liaison avec deux électrons, un apporté par chaque atome. Une fois que l'entité est formée, les liaisons sont indiscernables. Une petite remarque de vocabulaire. Pour l'ion H3O+, comme c'est marqué sur la diapositive, on peut utiliser les noms d'ion hydronium, d'ion oxonium ou d'ion hydroxonium. Les trois noms sont autorisés, reste qu'aujourd'hui de plus en plus on trouve juste le vocabulaire d'ion hydronium ou oxonium. Moi par habitude j'ai plutôt tendance à utiliser le troisième nom, l'ion hydroxonium. Il faut que vous sachiez que les trois sont possibles et désignent la même entité, l'ion H3O+. Les liaisons qu'on forme par mise en commun de deux électrons, elles peuvent être simples ou elles peuvent être multiples. Par exemple, dans le difluor, on va parler d'une liaison simple. On a entre les deux atomes de fluor deux électrons. Pour le cas du dioxygène, on va former une liaison double qui est constituée, on en reparlera par la suite, d'un doublet sigma et d'un doublet pi. Entre les deux atomes d'oxygène, il y a alors 4 électrons. On peut avoir également des liaisons triples, comme dans le cas du diazote. Les 3 électrons célibataires de chaque azote vont se mettre en commun pour former 3 liaisons entre les azotes. Ces 3 liaisons correspondent à un doublet sigma et à 2 doublets pi. Il se peut également qu'il reste un électron célibataire, c'est le cas par exemple dans la formation du monoxyde d'azote. L'azote ayant 5 électrons de valence et l'oxygène 6 électrons de valence, eh bien on a un nombre impair d'électrons dans cette entité. Il n'est pas possible d'avoir des électrons appariés, soit selon des doublets liants, soit selon des doublets non liants pour l'ensemble des électrons, puisqu'on a un nombre impair. On forme alors ce qu'on appelle un radical lorsqu'on a un électron célibataire. La notion de doublet sigma ou de doublet pi vient d'une théorie de la formation de la liaison covalente beaucoup plus complexe que celle du modèle de Lewis. C'est la théorie quantique des orbitales moléculaires. Je vais faire un petit aparté sur cette théorie uniquement pour que vous ayez vu d'où viennent les notations sigma et pi que vous rencontrerez en chimie organique et en biochimie. Gardez en tête qu'au niveau de mon cours, aucune connaissance n'est exigible sur les diapositives qui viennent, c'est-à-dire les diapositives 11, 12 et 13. Cette théorie décrit les électrons d'une molécule par non plus ce qu'on avait appelé avant des orbitales atomiques, mais des orbitales moléculaires qui vont être les fonctions mathématiques, solutions de l'équation de Schrödinger, dans le cas de molécules. Un électron est décrit par tel ou tel OM dans une molécule selon l'orbital atomique qui le décrivait dans l'atome isolé. Alors on va prendre le cas pour simplifier d'une molécule diatomique avec seulement 2 atomes, que je vais noter A et B. La théorie des orbitales moléculaires va nous dire si entre A et B, on va former une simple liaison, une double liaison ou une triple liaison. Elle peut nous dire également que l'on ne formera pas de liaison entre A et B. L'interaction de 2 orbitales atomiques identiques, par exemple l'orbital atomique 2s de l'atome A et l'orbital atomique 2s de l'atome B, conduit à la formation de 2 orbitales moléculaires. Si dans les atomes A et B, on a des électrons dans les orbitales atomiques 2s, alors ces électrons vont être décrits dans la molécule par ces 2 orbitales moléculaires issues de l'interaction des 2 orbitales atomiques 2s. À partir de 2 orbitales atomiques, on forme 2 orbitales moléculaires. L'une de ces orbitales moléculaires est dite liante et l'autre antiliante. Qu'est-ce que ça veut dire liante et antiliante ? Je vous rappelle que les orbitales atomiques sont à relier à la probabilité de présence des électrons dans une région donnée de l'espace. Pour une orbitale moléculaire liante, on a augmentation de la probabilité de présence d'un électron entre les 2 noyaux par rapport au cas des atomes isolés. En fait, les 2 électrons qui vont être décrits par une orbitale moléculaire liante vont être responsables de la formation d'une liaison. Pour une orbitale moléculaire antiliante, on a diminution de la probabilité de présence d'un électron entre les 2 noyaux par rapport au cas des atomes isolés. Et
En fait, deux électrons qui vont être décrits par une orbitale moléculaire antiliante sont responsables de la destruction d'une liaison. Si j'oriente l'espace et que je considère que mes deux atomes A et B s'approchent pour essayer de former une liaison selon l'axe Z. L'axe Z va être ce qu'on va appeler l'axe de ma molécule. Si j'ai une interaction entre deux orbitales atomiques qui sont portées par l'axe de la molécule, je vais parler d'interaction axiale sigma. Les orbitales moléculaires formées vont être des orbitales moléculaires sigma et les électrons décrits par ces orbitales moléculaires, des électrons sigma. Donc sur mon exemple ici, par exemple l'interaction de 2,2s ou l'interaction de 2,2pz conduit à des interactions sigma, donc des orbitales moléculaires sigma. Si j'ai des interactions entre deux orbitales atomiques qui ne sont pas portées par l'axe de la molécule, donc ici, si l'axe de la molécule c'est l'axe Z, eh bien ça concerne les orbitales Py et Px. Alors je vais avoir une interaction latérale pi. Les orbitales moléculaires formées vont être des orbitales moléculaires qui vont être appelées orbitales moléculaires pi, et les électrons qui vont être décrits par ces orbitales moléculaires vont être des électrons pi. Avec ces considérations, de manière analogue au diagramme énergétique des éléments dont on déduisait la configuration électronique, on peut tracer des diagrammes énergétiques des molécules. Donc, je vous donne un exemple de diagramme énergétique des molécules. Je ne m'attache pas du tout à sa construction, donc ce n'est pas quelque chose à connaître. Mais juste pour voir que, donc, en fonction de l'énergie, on va trouver différentes orbitales moléculaires et on retrouve les notations sigma et pi dont je viens de parler en fonction si les interactions sont des interactions axiales ou latérales. Sur certaines orbitales moléculaires, il y a le signe étoile. Vous voyez la deuxième orbitale en partant du bas, sigma de S étoile, la dernière tout en haut, sigma de PZ étoile. À chaque fois qu'on a une étoile, c'est qu'on parle d'une orbitale moléculaire antiliante. Si on n'a pas d'étoile, l'orbitale moléculaire est dite liante. Enfin, sur chaque orbitale ici, vous avez des indices qui rappellent juste les orbitales atomiques à partir desquelles ces orbitales moléculaires ont été formées. Alors comment on peut utiliser ce genre de diagramme ? Imaginons que dans ma molécule, j'ai deux électrons de valence à placer. Alors, ça respecte un peu le même type de remplissage que pour les diagrammes énergétiques des éléments. Si j'ai deux électrons, je vais essayer de les placer dans l'orbitale moléculaire de plus basse énergie, en respectant le principe de Pauli, et donc en les mettant avec des spins antiparallèles. Ça va me dire que j'ai deux électrons qui sont dans une orbitale sigma liante, et qui vont donc favoriser la formation d'une liaison. La liaison entre A et B va être dit sigma. Et en fait, on retrouve ici qu'une liaison simple, c'est un doublé sigma. Si j'ai 4 électrons à placer, je place mes deux électrons dans l'orbitale qui est juste au-dessus, qui est une orbitale antiliante. Les électrons antiliants vont tendre à la destruction des liaisons. Et au final, on a formation d'une liaison sigma et destruction d'une liaison sigma ici, si j'ai 4 électrons. Et donc la théorie des orbitales moléculaires nous dit que dans ce cas-là, je n'ai pas de liaison entre A et B. Et puis ainsi de suite. Si j'en ai 6 à placer, j'en rajoute 2 dans l'orbitale moléculaire au-dessus qui est une orbitale moléculaire liante. Dans ce cas-là, je retrouve qu'entre A et B, j'ai une simple liaison. Et je retrouve le fait que la simple liaison, c'est forcément un doublé sigma. C'est-à-dire que c'est un doublé formé de 2 électrons sigma. Si j'ai encore 2 électrons à placer, je vais aller sur les orbitales moléculaires juste au-dessus en énergie, qui sont des orbitales moléculaires de type pi. Alors vous voyez que les orbitales ici, pi de px et pi de py, sont dégénérées. Donc on a les mêmes types de règles de remplissage, et en particulier la règle de Hund. Si j'ai 2 électrons à placer, je les place avec des spins parallèles, un électron dans chaque orbitale moléculaire. Peu importe, on se retrouve quand même ici avec 2 électrons pi dans des orbitales pi qui sont liantes et donc qui vont aboutir à la formation d'un doublé pi. Entre A et B, cette fois, j'ai 2 liaisons, un doublé sigma et un doublé pi, d'après mon diagramme d'orbitale moléculaire. Et je viens de mettre en évidence ici qu'une double liaison, c'était l'association d'un doublé sigma et d'un doublé pi. Si j'ai encore 2 électrons à placer, je les place avec des spins antiparallèles dans chacune de mes orbitales moléculaires pi, et je vais me retrouver cette fois avec 3 doublés. 3 doublés qui va donc former une triple liaison entre A et B. Et cette triple liaison, c'est l'association d'un doublé sigma et de 2 doublés pi. Alors si je continue et que j'ai 2 électrons encore à placer, je vais assister à la destruction d'un doublé pi, étant donné que j'ai des électrons
non liant. Dans ce cas-là, je repasse à un cas où j'ai une double liaison. Et la double liaison, c'est toujours un double sigma, un double épi. Et puis si j'en place encore deux, dans ce cas-là, je ne vais plus avoir de double épi, parce que j'ai autant d'électrons pi liants que d'électrons pi anti-liants. Il ne me reste qu'une liaison sigma due aux électrons dans la sigma de Pz. Et je me retrouve avec une simple liaison entre A et B. Et puis si jamais j'ai encore deux électrons à placer, eh bien l'effet des électrons liants et des électrons anti-liants sur l'ensemble du diagramme s'annule. Et je me retrouve avec deux atomes isolés qui préfèrent rester sous forme d'atomes isolés plutôt que de former une liaison. Donc la théorie des orbitales moléculaires me dit que je n'ai pas de liaison entre A et B. Alors, voici pour cet aparté sur la théorie des orbitales moléculaires. Je vais revenir maintenant au concept de la liaison covalente dans le modèle de Lewis. La formation de la liaison covalente va être régie par ce qu'on appelle la règle de l'octet. Comme on a vu dans le cours sur la classification périodique des éléments, les gaz nobles ont une configuration de valence en ns2, np6. C'est-à-dire qu'ils ont 8 électrons de valence. Ça leur confère une structure particulièrement stable. Et les autres atomes, autres que les gaz nobles, qui ont au moins pour le bloc S et le bloc P moins de 8 électrons de valence, ils vont toujours chercher à engager des liaisons covalentes de manière à s'entourer de 8 électrons, afin de tendre vers la configuration électronique des gaz nobles. 8 électrons, ça correspond à 4 doublés, qu'ils soient liants ou non, et 8 électrons, c'est en fait ce qu'on appelle la règle de l'octet. L'énoncé de la règle de l'octet, eh bien c'est la stabilité maximale d'un édifice est obtenue si tous les atomes sont entourés de 4 doublés, que ces 4 doublés soient liants ou non. Et ça, en fait, c'est à l'origine du fait que chaque atome va chercher à engager des liaisons de manière à s'entourer de 8 électrons. Alors à partir de cette règle de l'octet, il ne va pas falloir confondre le nombre d'électrons de valence propres d'un élément et les électrons qu'il a autour de lui, ces 8 électrons. La conséquence de la règle de l'octet, c'est qu'un atome dont le nombre d'électrons de valence que je note NV est supérieur ou égal à 4, va tendre à engager 8 NV liaisons covalentes, afin de respecter cette règle de l'octet. Si j'illustre par exemple avec le cas du carbone a 4 électrons de valence, il va chercher à former 8-4, c'est-à-dire 4 liaisons covalentes, afin de s'entourer de 4 doublés. Le carbone aura toujours ses 4 électrons de valence, mais il sera entouré par la formation de 4 liaisons de 8 électrons. Même chose par exemple pour l'azote, qui a 5 électrons de valence. Il va chercher à former 3 liaisons. Au final, il aura 3 liaisons formées grâce à 3 électrons de valence, et ces 2 autres électrons de valence vont s'agencer en un doublé non liant, qui va être le 4e doublé autour de l'azote. Un cas particulier, c'est celui de l'hydrogène, étant donné que le gaz noble qui lui correspond, qui est juste derrière dans la classification périodique des éléments, c'est l'hélium. Or, l'hélium a une configuration en 1s2, il n'est entouré que de 2 électrons. En fait, on parle, pour l'hydrogène et l'hélium, de la règle, non pas de l'octet, mais du duet. L'hydrogène, de manière à ressembler à l'hélium, va tendre à posséder un doublé, qui soit liant ou non. En particulier, il va tendre à former une liaison covalente. Il faut faire attention que la règle de l'octet est très rapidement mise en défaut. Toutefois, les éléments de la seconde période, qui sont le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor, ils ne seront jamais entourés de plus de 8 électrons. On peut retenir cette règle pour les atomes dont on se servira le plus, le carbone, l'azote, l'oxygène et le fluor. En fait, on dit que ces éléments vont pouvoir ne pas respecter la règle de l'octet par défaut. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils vont pouvoir être entourés de 7, 6, 5 électrons. En tout cas, ils ne seront jamais contraires à la règle de l'octet par excès, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais entourés de plus de 8 électrons. C'est la même chose pour l'hydrogène, qui ne sera jamais entouré de plus de 2 électrons. Étant donné le nombre d'électrons de valence des éléments hydrogène, carbone, azote, oxygène et fluor, on peut en déduire le nombre de liaisons qu'ils ont tendance à former. Une liaison pour l'hydrogène et le fluor qui sont dits monovalents, 2 liaisons pour l'oxygène qui est dit divalent, 3 liaisons pour l'azote trivalent et 4 liaisons pour le carbone
qui est tétravalent. L'ensemble des structures que l'on a dessinées depuis le début de ce cours, H2, HF, F2, la molécule d'eau, la molécule de dioxygène, l'ammoniac NH3 et le diazote N2, eh bien, l'ensemble de ces structures vérifie d'une la règle de l'octet, ou du duet pour l'hydrogène, et font apparaître les caractères monovalents du fluor et de l'hydrogène, divalents de l'oxygène, trivalents de l'azote. Pour le cas du carbone, si je reprends la formule de Lewis de l'atome de carbone que nous avions déterminé dans le cours sur les configurations électroniques, et que j'essaye par exemple de dessiner la représentation de Lewis du monoxyde de carbone. Par formation d'une liaison dative et de deux liaisons avec mise en commun d'électrons célibataires, je tombe sur la structure dessinée à droite, où le carbone est trivalent. Est-ce que le carbone est trivalent en général ? Non, il se trouve que le monoxyde de carbone, et sa représentation de Lewis ici, c'est un cas particulier. En fait, pour le carbone, si je prends par exemple le cas du méthane, le carbone va pouvoir former des liaisons, non pas dans son état fondamental, mais on va avoir passage par un état excité du carbone avant la formation de liaisons dans le cas le plus général. Si je représente le doublet d'électrons du carbone par deux électrons, il se trouve que ce doublet, ce sont deux électrons dans l'orbital atomique de S, eh bien je vais avoir un électron qui va passer de l'orbital atomique de S vers l'orbital de P vacante. Je vais pouvoir dessiner donc une structure, une représentation de Lewis de l'atome de carbone dans un état excité, que je note avec une petite étoile, où le carbone a 4 électrons célibataires. Et alors, par formation de 4 liaisons, on va tomber sur la structure du méthane représentée à droite, où on fait apparaître le caractère tétravalent du carbone. Dans ce paragraphe, on va voir les limites de la règle de l'octet. Comme je l'ai déjà dit, la règle de l'octet est très rapidement mise en défaut. De deux manières. La première manière, on va trouver ce qu'on appelle des composés déficients en électrons. Je vais prendre l'exemple de l'hydrure de beryllium. Le beryllium, eh bien, c'est l'atome de numéro atomique 4. Sa structure électronique, c'est structure de l'hélium pour les électrons de cœur, et puis les électrons de valence sont en 2s2. La représentation de Lewis du beryllium est donc celle-ci. De la même manière que pour le carbone, je vais dire que je vais avoir un électron S qui va passer dans une orbitale de P vacante pour former l'état excité du beryllium dessiné à droite. Et alors, je vais pouvoir écrire la structure de Lewis du beryllium, H lié au beryllium, lié à un autre hydrogène. On voit ici que le beryllium est entouré de deux doublets d'électrons. Il a donc une déficience de 4 électrons par rapport à la règle de l'octet. Ce qu'on va signifier par l'introduction de lacunes électroniques. On va placer autour du beryllium 2 lacunes électroniques qui vont signifier qu'on a une déficience de 2 paires d'électrons par rapport à la règle de l'octet. On peut faire le même travail sur un certain nombre de composés. Je vais vous donner les exemples de l'hydrure de bore et du chlorure d'aluminium sur lesquels vous pouvez travailler. On va trouver que la représentation de Lewis de l'hydrure de bore, eh bien on doit, pour montrer qu'on a une déficience par rapport à la règle de l'octet, introduire une lacune électronique. Pour ce qui est du chlorure d'aluminium, une lacune électronique également sur l'aluminium. On dit alors, dans ces cas-là, que le beryllium, le bore et l'aluminium ne respectent pas la règle de l'octet par défaut d'électrons. Le fait que les 3 composés présentés ici ne respectent pas la règle de l'octet par défaut fait donc apparaître sur les atomes centraux des lacunes électroniques. En fait, c'est la même notation que ce que j'avais utilisé pour les acides de Lewis, et c'est là l'origine de la notion d'acide de Lewis. Les 3 composés présentés ici, avec leurs lacunes électroniques, sont des acides de Lewis. L'autre cas où la règle de l'octet n'est pas respectée, ce sont pour ce qu'on va appeler les composés hypervalents. C'est valable pour les éléments de la 3e période et plus. On va avoir plus de 4 doublés possibles. Encore une fois, les éléments de la 2e période ne peuvent pas être entourés de plus de 8 électrons, donc on ne va pas avoir pour eux plus de 4 doublés possibles. Le terme composé hypervalent n'est pas un très bon terme. On a l'impression que ce sont des éléments qui vont engager
plus de liaisons qu'ils n'ont d'électrons de valence. Or, ce n'est pas le cas. En fait, les composés hypervalents, ça va être des composés dans lesquels on a des atomes qui peuvent avoir plus de 4 doublés, donc qui ne vont pas respecter la règle de l'octet par excès d'électrons. Exemple pour le trifluorure de chlore, où le chlore a ici 5 doublés, 2 non-liants et 3 liants. Le chlore a bien dans cette structure 2 doublés non-liants et pas un seul, car l'élément chlore, sous sa forme atomique, il a 7 électrons de valence. Il faut, dans l'entité, dans la structure de Lewis, retrouver ces 7 électrons de valence pour le chlore. Sinon, il serait chargé. Ce qui explique qu'on retrouve 2 doublés non-liants ici sur le chlore et qu'au final, le chlore ne respecte pas la règle de l'octet. D'autres exemples peuvent être pris, par exemple le pentachlorure de phosphore. Dans cette entité, le phosphore va former 5 liaisons avec 5 chlores. Le phosphore va donc être entouré de 10 électrons. Autre exemple, l'hexafluorure de soufre, où le soufre va former 6 liaisons avec 6 fluores. Le soufre sera entouré de 12 électrons. De manière à pouvoir mettre en place une méthode systématique qui va nous permettre de construire des représentations de Lewis, on a besoin de définir la notion de charge formelle. Donc je vais définir ici la notion de charge formelle, et puis j'en profiterai, puisque les concepts sont quasi analogues, pour définir le concept de nombre d'oxydation. Ce concept, on n'en reparlera pas tout de suite, mais on s'en resservira dans les chapitres qui viennent, et en particulier le chapitre sur les équilibres d'oxydoréduction, qui sera le dernier chapitre du cours de chimie physique. Au niveau de la charge formelle portée par un atome, ça correspond à la différence d'électrons de valence entre le cas où l'atome est isolé et le cas où l'édifice est formé. Toutes les liaisons vont être considérées comme purement covalentes. Je vais revenir sur ce que veut dire des liaisons purement covalentes. Une petite remarque qui va vous permettre de vérifier votre calcul, c'est que la somme de toutes les charges formelles d'une entité est égale à la charge de l'espèce. Je vais illustrer mon propos sur le cas de l'ion hydronium ou hydroxonium H3O+. J'ai mis ici la représentation de Lewis de cet ion sans placer la charge plus. On va calculer pour chaque atome sa charge formelle et vérifier que chaque hydrogène a une charge formelle de 0 et que l'oxygène a une charge formelle de plus 1. Ce qui confirmera l'écriture complète que j'ai déjà dessinée dans une diapositive lorsque j'illustrais la formation de liaisons de coordination. Donc, dans cette entité, j'ai des hydrogènes et j'ai un oxygène. Les hydrogènes, lorsque ce sont des atomes isolés, ils ont un électron de valence. L'oxygène, lorsque c'est un atome isolé, il a 6 électrons de valence. Dans mon entité, je vais considérer mes liaisons comme purement covalentes. Purement covalentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une liaison covalente, je considère que les 2 électrons qui forment la liaison covalente, un appartient à l'oxygène, l'autre appartient à l'hydrogène. À partir de ce formalisme, je peux décomposer mon ion H3O+ ici en 3 hydrogènes qui emmènent avec eux chacun un électron de valence, et puis l'oxygène qui se retrouve avec 5 électrons de valence, le doublé non liant, et puis 3 électrons pour les 3 liaisons covalentes qu'il formait avec les 3 hydrogènes. Maintenant, je vais comparer par rapport aux atomes isolés, les électrons que possèdent mes éléments lorsque j'ai séparé les liaisons comme ça en les considérant comme purement covalentes. Pour ce qui est de l'hydrogène, dans le cas de l'atome isolé, l'hydrogène a un électron de valence. Dans l'édifice, chaque hydrogène ici a un électron de valence. Donc aucun des hydrogènes n'est chargé dans mon édifice. Pour ce qui est de l'oxygène, autant l'oxygène sous forme d'atome isolé a 6 électrons de valence, autant dans l'édifice ici lorsque je considère mes liaisons comme purement covalentes, l'oxygène possède 5 électrons de valence, les 3 électrons célibataires et le doublé non liant. Ce qui fait que dans l'édifice, l'oxygène a un déficit d'un électron, ce qu'on va formaliser par la présence d'une charge formelle plus sur l'atome d'oxygène. Donc la charge de mon espèce correspond exactement à une charge formelle plus que je vais placer sur un oxygène et pas sur un hydrogène. Donc il est très important de savoir placer correctement les charges formelles sur une entité. Donc ce petit travail que je viens de faire ici pour l'ion H3O+, il faut comprendre et être capable de le reproduire sur d'autres exemples.
Alors pour s'entraîner un peu, on va faire d'autres exemples. Premier cas, le cas de l'ion amidure NH2-. Je sais donc que j'ai une charge moins pour l'entité. Maintenant, où est-ce que cette charge moins se place? Voici une représentation de Lewis de NH2-. Je ne préjuge pas de la position du moins, donc c'est pour ça que je mets entre crochets avec mon moins autour de NH2. Si je considère mes liaisons comme purement covalentes, alors déjà, l'hydrogène, lorsque c'est un atome isolé, il a un électron. Dans l'édifice, si je considère mes liaisons comme purement covalentes, eh bien, chaque hydrogène a également un électron. Ce qui fait que la charge formelle pour chaque hydrogène est de 0. Même travail pour l'azote. L'azote, dans le cas où c'est un atome isolé, il a 5 électrons. Dans l'édifice, en considérant mes liaisons comme purement covalentes, je vais me retrouver autour de l'azote avec 6 électrons. Les 4 électrons correspondant aux 2 doublés non liants, et puis 2 électrons qui proviennent des 2 liaisons covalentes que l'azote forme avec les 2 hydrogènes. 6 électrons dans l'édifice, 5 électrons lorsqu'il est sous forme d'atomes isolés, eh bien l'azote a un excès d'un électron, ce qu'on formalise par la présence d'une charge formelle de -1 sur l'azote. Donc voici la représentation de Lewis de l'ion amidure lorsque j'ai placé ma charge formelle qui se trouve ici être sur l'azote. Un autre exemple avec le monoxyde de carbone. Cet exemple-là, je ne vais pas le détailler, c'est juste pour vous dire que le monoxyde de carbone est une espèce non chargée, mais globalement non chargée. Parce que si j'essaie de représenter sa représentation de Lewis, et si je calcule les charges formelles, je vais trouver que sur le carbone, on a une charge formelle de -1, et sur l'oxygène, on a une charge formelle de +1. Vous pourrez vous entraîner sur ce petit exemple à retrouver les charges formelles. On a bien ici, donc charge formelle sur le carbone -1, charge formelle sur l'oxygène de +1, et on a bien ici la somme des charges formelles qui est égale à 0. Donc le monoxyde de carbone, CO, est globalement non chargé. On dit que sa charge est nulle. Toutefois, malgré le fait que cette charge soit nulle, on a la présence de charge formelle. Donc ça peut arriver. Il ne faut pas, parce qu'une entité est non chargée, que vous considériez qu'il n'y ait pas de charge formelle, ou si une entité est chargée juste moins ou juste plus, que vous considérez que vous n'allez trouver qu'une charge formelle. En faisant le petit calcul et en décomposant votre molécule et en faisant le petit calcul des charges formelles, vous pourrez trouver une multiplication des charges formelles. Ce qu'il faut juste que vous vérifiez, c'est que la somme des charges formelles que vous avez trouvées correspond bien à la charge de l'édifice. Alors le nombre d'oxydation, que je définis ici encore une fois juste parce que sa définition ressemble à la définition de la charge formelle, mais dont on ne se servira pas tout de suite et qu'on reverra dans le chapitre sur les équilibres d'oxydoréduction. Le nombre d'oxydation, ou degré d'oxydation, ça correspond à la différence d'électrons de valence entre l'atome isolé et l'atome lorsque l'édifice est formé, toutes les liaisons étant cette fois considérées comme purement ioniques. Je vais revenir encore une fois sur ce que veut dire le purement ionique. De la même manière que la somme des charges formelles est égale à la charge de l'espèce, la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'espèce. Je vais prendre un exemple, l'exemple du monoxyde de carbone dont on a déjà représenté la structure de Lewis, et j'ai noté ici pour le monoxyde de carbone les charges formelles, -1 sur le carbone, +1 sur l'oxygène. Si j'essaie de calculer le nombre d'oxydations, je vais devoir considérer les liaisons comme purement ioniques. Alors ça veut dire quoi purement ionique? On a déjà un petit peu parlé de la liaison ionique, c'est-à-dire que je vais considérer que c'est une interaction entre un cation et un anion. Pour cela, il faut que je casse mes liaisons covalentes. Je les casse, mais dans le cas de la charge formelle, chaque atome part avec un électron parce qu'on considère les liaisons comme purement covalentes. Ici, si on les considère comme purement ioniques, on va dire que c'est l'atome le plus électronégatif des 2 éléments qui forment une liaison qui emmène avec lui les électrons. Les 2 électrons si j'ai une liaison simple, les 4 électrons si j'ai une liaison double, les 6 électrons si j'ai une liaison triple, ce qui est le cas ici. L'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, eh bien je vais dire ici que cette entité, c'est comme si j'avais un carbone avec un doublé non liant et un oxygène avec 4 doublés non liants, étant donné que j'emmène avec l'oxygène les 6 électrons qui étaient les 6 électrons de la triple liaison carbone-oxygène. Vous voyez ici que les charges moins et plus, qui sont des charges formelles,
Je m'en occupe absolument pas dans le concept de nombre d'oxydation. C'est général, faut pas confondre charge formelle et nombre d'oxydation. Et pas essayer de corriger le nombre d'électrons du fait que le carbone soit chargé moins, du fait que l'oxygène soit chargé plus. C'est des notions, le moins et le plus, qui ont à voir avec la charge formelle et pas avec le nombre d'oxydation. Alors maintenant que j'ai fait ce petit travail en cassant mes liaisons, en les considérant comme purement ioniques, eh bien je compare par rapport aux atomes isolés. Le carbone, dans le cas atome isolé, a 4 électrons de valence. Si la liaison est ionique dans CO, eh bien le carbone se retrouve avec 2 électrons. Les 2 électrons sont doublés, non liants. Ainsi, on va dire que le nombre d'oxydation du carbone, ça va être plus 2, puisqu'il a un déficit de 2 électrons par rapport au cas de l'atome isolé. Même travail pour l'oxygène. Je vais comparer les 6 électrons de l'atome isolé aux 8 électrons qu'il a ici si les liaisons sont purement ioniques. Et je vais dire que l'oxygène a un nombre d'oxydation de moins 2, puisqu'il a un excès de 2 électrons par rapport à l'atome isolé. J'ai choisi cet exemple du monoxyde de carbone pour déjà illustrer le concept de nombre d'oxydation, mais pour vous montrer aussi que charge formelle et nombre d'oxydation, même si les définitions sont presque identiques, le fait de considérer comme la liaison comme purement ionique ou purement covalente, eh bien, ça vous donne des résultats complètement différents. Vous voyez ici que le nombre d'oxydation du carbone est de plus 2 dans CO, alors que sa charge formelle est de moins 1. De la même manière, le nombre d'oxydation de l'oxygène est de moins 2 dans CO, alors que sa charge formelle est de plus 1. Mais dans les deux cas, on a la charge de l'édifice qui est égale ici à 0, qui est la somme des charges formelles, moins 1 plus 1, et qui est aussi la somme des nombres d'oxydation, plus 2, moins 2. Nous allons, maintenant que nous avons introduit toutes ces notions, voir comment on peut construire des représentations de Lewis. On va donner 2 méthodes. La première va être une méthode systématique qui va utiliser, dans un ordre défini, un certain nombre de règles. L'avantage de cette méthode, eh bien, elle va être plus adaptée aux cas compliqués. L'inconvénient, on le verra, c'est que sur des cas simples, elle va être plus lente. Sur des cas simples, on va plutôt utiliser la seconde méthode, qui va utiliser les formules de Lewis des atomes. C'est, sans que je l'ai dit, la méthode qu'on a utilisée depuis le début du cours. L'avantage, c'est qu'elle est plus rapide. L'inconvénient, c'est qu'elle va s'avérer être très délicate dès qu'on sort des cas simples. Ces 2 méthodes, il faut les connaître, parce qu'il y a des cas où la première méthode est plus adaptée, et où la seconde, d'autres cas où la seconde est, elle, plus adaptée. Au niveau de la première méthode, la méthode systématique, je vais l'illustrer avec le cas de l'ion hydroxonium H3O+. Pour la méthode systématique, on commence à faire le bilan du nombre total d'électrons de valence, Ne, en tenant compte de la charge de l'édifice s'il y a lieu. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque atome, additionner le nombre d'électrons de valence, et au final, on va retrancher un électron par charge plus pour l'édifice, ou ajouter un électron par charge moins pour l'édifice. Si j'applique cette première règle à l'ion hydroxonium, l'hydrogène a un électron de valence, l'oxygène 6 électrons de valence. Comme j'ai 3 hydrogènes, je me retrouve avec 9 électrons de valence. En plus, l'espèce est chargée plus, donc il faut que j'enlève un électron de valence. On a au final 8 électrons de valence pour l'édifice H3O+. Une fois qu'on a fait ce bilan, on détermine le nombre de doublés. Le nombre de doublés, c'est facile à déterminer, puisqu'un doublé, qu'il soit liant ou non liant, eh bien, c'est 2 électrons. Le nombre de doublés, ça va tout simplement être la moitié du nombre d'électrons, Ne, qu'on vient de calculer. Si jamais le nombre de doublés n'est pas entier mais demi-entier, on a affaire à un radical. C'est-à-dire que au début, on avait un nombre impair d'électrons de valence total pour l'édifice. Ici, dans le cas de l'ion H3O+, 8 électrons de valence, donc 4 doublés, la structure ne possède pas d'électrons célibataires. On va alors construire la structure en positionnant les doublés, liants, par simple, double ou triple liaison, et non liants, en respectant au maximum la règle de l'octet et en plaçant l'éventuel électron célibataire. Il n'y a pas d'électron célibataire dans le cas de H3O+, je vais placer l'oxygène au milieu, placer les hydrogènes autour, et essayer de relier ces atomes par 4 doublés, puisqu'on a trouvé que dans cet édifice, il y avait 4 doublés. Ceci me donne la structure suivante. Donc, en respectant la règle de l'octet ou du duet pour l'hydrogène, je tombe sur cette structure où je ne sais pas encore où est ma charge plus. Pour savoir où est ma charge plus, il faut
positionner là où les éventuelles charges formelles en calculant pour chaque atome la charge formelle. Ici, on a déjà fait le travail pour H3O+, la charge plus est sur l'oxygène. La difficulté de cette méthode tient dans le troisième point, le fait de construire la structure en positionnant les doublés. De temps en temps, on ne sait pas trop, on tâtonne un petit peu pour positionner l'ensemble des doublés. C'est assez facile lorsqu'on a, comme dans le cas ici, que de l'oxygène et de l'hydrogène et seulement 4 doublés à placer. Si on a des structures avec une vingtaine de doublés à placer et plus d'atomes, ça peut devenir un petit peu plus fastidieux. L'autre méthode maintenant, c'est la méthode qui utilise les formules de Lewis des atomes. On va de la même manière illustrer cette méthode par l'ion hydroxonium H3O+. Puisqu'on a une charge plus, on va, dans cette deuxième méthode, soit considérer que c'est un hydrogène qui est au départ chargé plus, soit on va considérer que c'est l'oxygène qui est au départ chargé plus. On va voir que si l'on suit la première ou la deuxième voie, ça va revenir au final au même. Si je considère que c'est l'hydrogène qui est chargé plus, alors j'ai 2 hydrogènes neutres, et puis un hydrogène avec une lacune électronique et une charge plus, puisque l'hydrogène se retrouve avec 0 électron, H+, il y a une déficience d'un doublé par rapport à la règle du Duhet, on lui place donc la lacune électronique. Pour l'oxygène, pas de problème, représentation de Lewis de l'atome d'oxygène classique avec ses 6 électrons de valence. On va avoir formation de 3 liaisons, donc une de ces liaisons va être une liaison dative ou liaison de coordination, et on va tomber sur la structure à droite pour l'ion hydroxonium. On sait tout de suite que la charge plus est sur l'oxygène par formation de cette liaison dative. En fait, l'oxygène qui apporte ces 2 électrons va être chargé plus, l'hydrogène lui gagne un électron, mais comme il était chargé plus, il va se retrouver non chargé. Si on avait considéré que c'était l'oxygène qui était chargé au départ, eh bien on aurait 3 hydrogènes avec leur électron de valence, et puis l'oxygène avec non plus 6, mais 5 électrons de valence. On a enlevé un des électrons dans un des doublés. Et bien à partir de ça, on va pouvoir former 3 liaisons. Les liaisons, c'est assez simple de voir où elles se forment, puisqu'on a des liaisons entre les électrons célibataires de l'oxygène et les électrons célibataires des 3 hydrogènes. On tombe directement sur la structure H3O+. Bon, on voit ici que c'est beaucoup plus simple d'utiliser la deuxième méthode pour le cas d'H3O+. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Il va souvent falloir faire appel à des atomes excités et non dans leur état fondamental lorsqu'on va utiliser cette deuxième méthode, qui ne sera pas le cas dans la première. Par exemple, si j'applique cette deuxième méthode, cette fois à l'ion nitrite NO2-, soit je vais considérer que c'est un oxygène qui est au départ chargé moins, soit je vais considérer que c'est l'azote qui est au départ chargé moins. Premier cas, si c'est l'oxygène qui est au départ chargé moins. L'azote, 5 électrons de valence, et je vais comparer la structure de l'ion nitrate, NO3-, par les deux méthodes. Je ne vais pas comparer sa structure, mais je vais comparer l'obtention de la structure par les deux méthodes. Selon la première méthode, l'oxygène ayant 6 électrons de valence, l'azote 5 électrons de valence, on a pour cette entité un nombre total d'électrons de valence de 23 électrons, étant donné qu'il y a 3 oxygènes. Il y a en plus une charge moins, donc on a un électron de valence en plus, 24 électrons. Avec 24 électrons, on sait qu'on va donc avoir 12 doublés à placer. Je vais placer ces 12 doublés pour relier mes oxygènes et mon azote. Je place l'azote au centre et ensuite j'essaye de placer 12 doublés. Je fais en sorte que l'ensemble de ces atomes respecte la règle de l'octet. Au final, en tâtonnant éventuellement un peu, je tombe sur cette structure-là où je ne sais pas encore où est placée ma charge moins. Vous voyez que dans cette structure, pas de problème, l'azote respecte la règle de l'octet et que les 3 oxygènes respectent la règle de l'octet. Si vous comptez les doublés, on a bien ici 12 doublés. Si je fais le même travail que ce qu'on a déjà vu sur les charges formelles, je vais trouver en fait qu'il n'y a pas une seule charge formelle, mais 3 charges formelles. Et que la charge globale de l'édifice est égale à la somme de ces 3 charges formelles. Pour le calcul de la charge formelle, l'azote a en effet dans l'entité 4 électrons de valence, donc un de moins qu'à l'état d'atome isolé, et chaque oxygène possède 7 électrons de valence dans l'entité, soit un de plus qu'à l'état d'atome isolé, ce qui justifie les charges formelles plus sur l'azote et moins sur les 2 oxygènes.
par la première méthode, on aurait pu, en voulant placer 12 doublés dans cet édifice, décrire la structure de Lewis telle que je l'ai représentée ici. Faites attention, il ne faut jamais écrire ce type de représentation, puisque là, l'azote se retrouve avec 10 électrons autour de lui. Il ne va donc pas respecter la règle de l'octet avec un excès d'électrons, ce qui est totalement impossible. Si j'essaie de donner la structure de cet ion nitrate par la deuxième méthode, soit je vais considérer que c'est un oxygène qui est au départ chargé moins, et il va falloir que je dessine un des atomes dans un état excité pour pouvoir m'en sortir et tomber sur la structure de Lewis. Ici, je vais considérer qu'un des deux oxygènes non chargés va être dans son état excité par passage d'un électron 2p dans une autre orbitale 2p. Je vais pouvoir former une liaison de coordination et puis ensuite 3 autres liaisons simples à voir avec les 3 électrons célibataires de l'azote pour tomber sur une structure analogue, heureusement, à celle que l'on a trouvée par la première méthode. Bien sûr, la structure de Lewis, on tombera toujours par les deux méthodes sur la même. Si j'avais considéré que c'était l'azote qui, au départ, était chargé moins, alors il aurait fallu écrire 2 atomes d'oxygène dans un état excité. Et au final, on aurait bien trouvé la même structure. Nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques de la liaison covalente. En commençant par l'énergie et la longueur de liaison. La liaison covalente, c'est une liaison forte. L'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir pour casser la liaison, est de plusieurs centaines de kilojoules par mol. 2 exemples avec une liaison simple carbone-carbone et une liaison simple carbone-oxygène. Il faut fournir 345 kJ par mol pour casser une liaison CC. 356 kJ par mol pour casser une liaison CO. Donc l'énergie de liaison est de plusieurs centaines de kilojoules par mol pour une liaison covalente. La longueur d'une liaison covalente, elle est de l'ordre de la centaine de picomètres. 2 exemples d'illustration, elle est de 154 picomètres pour une simple liaison carbone-carbone, 143 picomètres pour une simple liaison carbone-oxygène. On voit avec ces 2 exemples que la liaison carbone-carbone est légèrement plus longue et légèrement moins forte que la liaison carbone-oxygène. C'est un cas général, il se trouve que plus une liaison est forte et plus elle est courte. Pour 2 éléments donnés, les liaisons multiples sont plus fortes et donc plus courtes également que les liaisons simples. Par exemple, au niveau du carbone, la double liaison carbone-carbone a une longueur de 134 picomètres, une énergie de liaison de 615 kJ par mol. Elle est bien plus courte et plus forte qu'une simple liaison carbone-carbone. La triple liaison carbone-carbone a une longueur de liaison encore plus courte et une énergie de liaison encore plus élevée. On va aller voir maintenant, toujours dans les caractéristiques de la liaison covalente, la notion de liaison polarisée. Ce petit schéma devrait représenter la répartition électronique ou la densité électronique, c'est la même chose, de la molécule de HCl si la densité électronique n'était pas modifiée par formation de la liaison covalente, c'est-à-dire si les rayons atomiques n'étaient pas modifiés lorsque les éléments s'engagent dans les molécules. Les sphères bleues représentent donc ici les rayons atomiques, notion dont on a déjà parlé, rayons atomiques ici donc du chlore et de l'hydrogène. En fait, après formation de la liaison covalente, la densité électronique réelle est plus importante que prévu sur le chlore et moins importante que prévu sur l'hydrogène, ce qui se voit sur le schéma qui vient de s'afficher. Ceci est à relier à l'électronégativité. Puisque le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, il a tendance à attirer vers lui les électrons lorsque la liaison covalente se forme. Sur cette représentation très schématique de la molécule de HCl, je vais dire que le chlore possède une charge partielle négative ou densité de charge négative et que l'hydrogène possède une charge partielle positive ou densité de charge positive. La charge partielle négative est notée delta-, la charge partielle positive est notée delta+. Ces charges partielles ne sont pas des vraies charges, c'est-à-dire que l'on n'a pas un ion Cl- et un ion H+, on a bien une liaison entre H et Cl, mais avec ce qu'on appelle des charges partielles.
On utilisera cette notation delta plus et delta moins dès lors que l'on aura par la suite une liaison entre deux éléments d'électronégativité différentes. Je vais alors dire que la liaison entre le chlore et l'hydrogène est polarisée. On définit comme en physique un moment dipolaire. La molécule de HCl est en fait un dipôle électrostatique car le barycentre des charges négatives n'est pas confondu, ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives. Par convention, le moment dipolaire va de la charge moins vers la charge plus, donc ici du delta moins vers le delta plus. Il y a une ancienne convention, celle d'orienter les moments dipolaires du delta plus vers le delta moins, mais cette convention, dite convention des chimistes, tente à disparaître, donc j'essaierai de ne pas l'utiliser. Toutefois, utiliser l'une ou l'autre des conventions n'a pas beaucoup d'importance. Alors, une liaison covalente polarisée, c'est une liaison entre deux liaisons modèles. La liaison purement covalente et la liaison purement ionique. La liaison purement covalente a lieu entre deux éléments de même électronégativité et la liaison purement ionique entre deux ions. La charge partielle delta est de 0 si la liaison est purement covalente. Elle est de 1 si la liaison est purement ionique. Et elle est comprise entre 0 et 1 pour les liaisons polarisées. Plus la différence d'électronégativité est importante entre les deux éléments que l'on considère pour une liaison polarisée, et plus delta tend vers 1, à l'inverse, plus la différence d'électronégativité est faible, et plus delta tend vers 0. On va voir dans le paragraphe grand de 1 que le modèle de Lewis possède certaines limites. On introduira alors la notion de doublet d'électrons délocalisé à travers le concept de la mésomérie qui permet d'élargir le champ d'application du modèle de Lewis. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-. Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-. Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-. Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-. Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-. Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-. Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes entre deux atomes, est une insuffisance de ce modèle. Pour cela, je vais me servir de l'exemple de l'ion carbonate CO3 2-.
Alors, une double liaison CO a une longueur de l'ordre de 120 picomètres. Une simple liaison CO a une longueur de l'ordre de 140 picomètres. Nous allons voir en quoi le fait que, dans le modèle de Lewis, les liaisons soient localisées, c'est-à-dire fixes. Voyons maintenant les règles qui régissent l'écriture de formules mésomères. Je commence par résumer ce que j'ai énoncé diapositive précédente. Lorsque pour un composé moléculaire, on peut écrire plusieurs représentations de Lewis correctes, le squelette de la représentation restant intact, c'est-à-dire les noyaux et les doublés sigma restant fixes, c'est que l'on passe de l'une à l'autre de ces représentations par délocalisation de doublés non liants et ou délocalisation de doublés pi de liaisons multiples. Aucune de ces représentations ne décrit correctement la structure électronique réelle de cet édifice, mais toutes participent à sa description. Les différentes représentations sont appelées formules mésomères ou, un ancien terme, formules de résonance. Nous allons voir maintenant que toutes les formules mésomères envisageables n'ont pas le même poids statistique dans la description du composé moléculaire réel. Le poids statistique ou la représentativité statistique d'une formule mésomère est plus grande si, dans l'ordre, la règle de l'octet est respectée, la formule fait apparaître un minimum de charges formelles, et enfin, les charges formelles négatives sont portées par les atomes les plus électronégatifs, les positives par les atomes les moins électronégatifs. Voyons maintenant les règles qui régissent l'écriture de formules mésomères. Je commence par résumer ce que j'ai énoncé diapositive précédente. Lorsque pour un composé moléculaire, on peut écrire plusieurs représentations de Lewis correctes, le squelette de la représentation restant intact, c'est-à-dire les noyaux et les doublés sigma restant fixes, c'est que l'on passe de l'une à l'autre de ces représentations par délocalisation de doublés non liants et ou délocalisation de doublés pi de liaisons multiples. Aucune de ces représentations ne décrit correctement la structure électronique réelle de cet édifice, mais toutes participent à sa description. Les différentes représentations sont appelées formules mésomères ou... Alors illustrons cette notion de poids statistique sur plusieurs exemples. On va le faire là dans les deux diapositives qui arrivent. Et je vous invite à utiliser ces nombreux exemples pour vous entraîner sur les calculs de charges formelles, sur la règle de l'octet et sur l'écriture de différentes formules mésomères, etc., etc. Alors, premier exemple, je vous ai représenté deux formules mésomères de l'ion NO+. On passe de l'une à l'autre par délocalisation d'un doublé non liant qui devient un doublé pi. Alors, de ces deux formules mésomères, celle de gauche fait apparaître un défaut d'électron pour l'azote par rapport à la règle de l'octet, ce qui n'est pas le cas à droite. Donc d'après la première règle, la règle de l'octet est au maximum respectée, pas de défaut d'électrons, et donc la formule mésomère la plus représentative pour NO+, est celle de droite. Alors j'ai précisé entre parenthèses la plus probable, c'est-à-dire que il est plus probable que la représentation et la répartition électronique réelle de NO+, eh bien, ressemble à la formule de Lewis de droite, plutôt qu'à celle de gauche. Alors illustrons cette notion de poids statistique sur plusieurs exemples. On va le faire là dans les deux diapositives qui arrivent. Et je vous invite à utiliser ces nombreux exemples pour vous entraîner sur les calculs de charges formelles, sur la règle de l'octet et sur l'écriture de différentes formules mésomères, etc., etc. Alors premier exemple, je vous ai représenté deux formules mésomères de l'ion NO+. On passe de l'une à l'autre par délocalisation d'un doublé non liant qui devient un doublé pi. Alors, de ces deux formules mésomères, celle de gauche fait apparaître un défaut d'électron pour l'azote par rapport à la règle de l'octet, ce qui n'est pas le cas à droite. Donc d'après la première règle, la règle de l'octet est au maximum respectée, pas de défaut d'électron, et donc la formule mésomère la plus représentative pour NO+, est celle de droite. Alors j'ai précisé entre parenthèses la plus probable, c'est-à-dire que il est plus probable que la représentation et la répartition électronique réelle de NO+, eh bien, ressemble à la formule de Lewis de droite, plutôt qu'à celle de gauche. Alors illustrons cette notion de poids statistique sur plusieurs exemples. On va le faire là dans les deux diapositives qui arrivent. Et je vous invite à utiliser ces nombreux exemples pour vous entraîner sur les calculs de charges formelles, sur la règle de l'octet et sur l'écriture de différentes formules mésomères, etc., etc. Alors premier exemple, je vous ai représenté deux formules mésomères de l'ion NO+. On passe de l'une à l'autre par délocalisation d'un doublé non liant qui devient un doublé pi. Alors, de ces deux formules mésomères, celle de gauche fait apparaître un défaut d'électron
pour l'azote par rapport à la règle de l'octet, ce qui n'est pas le cas à droite. Donc d'après la première règle, la règle de l'octet est au maximum respectée, pas de défaut d'électrons, et donc la formule mésomère la plus représentative pour NO+, est celle de droite. Alors j'ai précisé entre parenthèses la plus probable, c'est-à-dire que il est plus probable que la représentation et la répartition électronique réelle de NO+, eh bien, ressemble à la formule de Lewis de droite, plutôt qu'à celle de gauche. Alors illustrons cette notion de poids statistique sur plusieurs exemples. On va le faire là dans les 2 diapositives qui arrivent, et je vous invite à utiliser ces nombreux exemples pour vous entraîner. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Le but est de déceler les formules mésomères viables et de les classer par ordre de représentativité. Alors autre type d'approche, toujours pour illustrer les règles de la mésomérie, je vous propose plusieurs représentations de Lewis de l'ion nitrate NO3-, pas forcément toutes correctes. Terminons la partie sur la mésomérie avec les hybrides de résonance. Alors je reprends l'exemple de l'ion nitrate NO3-. Voici la représentation de Lewis la plus représentative de celle donnée diapositive précédente. Toutefois, de la même manière que ce que nous avions fait pour l'ion carbonate CO3-, on peut, par délocalisation, écrire 3 formules mésomères pour cet ion nitrate. Terminons la partie sur la mésomérie avec les hybrides de résonance. Alors je reprends l'exemple de l'ion nitrate NO3-. Voici la représentation de Lewis la plus représentative de celle donnée diapositive précédente. Toutefois, de la même manière que ce que nous avions fait pour l'ion carbonate CO3-, on peut, par délocalisation, écrire 3 formules mésomères pour cet ion nitrate. Terminons la partie sur la mésomérie avec les hybrides de résonance. Alors je reprends l'exemple de l'ion nitrate NO3-. Voici la représentation de Lewis la plus représentative de celle donnée diapositive précédente. Toutefois, de la même manière que ce que nous avions fait pour l'ion carbonate CO3-, on peut, par délocalisation, écrire 3 formules mésomères pour cet ion nitrate.
Terminons la partie sur la mésomérie avec les hybrides de résonance. Alors je reprends l'exemple de l'ion nitrate NO3-. Voici la représentation de Lewis la plus représentative de celle donnée diapositive précédente. Toutefois, de la même manière que ce que nous avions fait pour l'ion carbonate CO3-, on peut, par délocalisation, écrire 3 formules mésomères pour cet ion nitrate. Terminons la partie sur la mésomérie avec les hybrides de résonance. Alors je reprends l'exemple de l'ion nitrate NO3-. Voici la représentation de Lewis la plus représentative. D'autres exemples d'hybrides de résonance. D'abord, l'ion carbonate dont on a déjà écrit les formules mésomères les plus représentatives. Le travail est ici strictement analogue à celui de l'ion nitrate, la seule différence étant la charge formelle de l'atome central. Un autre exemple avec la molécule d'ozone O3, dont voici les 2 formules mésomères les plus représentatives, et dont voici une représentation de l'hybride de résonance. Nous terminons par le cas du benzène, dont voici les 2 formules mésomères les plus représentatives. On mentionne dans le cas du benzène la délocalisation des électrons pi à l'intérieur du cycle par un rond. Alors vous avez déjà normalement rencontré cette notation au lycée, et vous l'utiliserez cette année en particulier en chimie organique. Cet hybride de résonance, appelé noyau benzénique ou noyau aromatique, se rencontre dans un grand nombre de molécules actives, que ce soit des principes actifs d'un médicament, d'un poison, d'une drogue, etc. Il nous reste à voir dans ce chapitre la géométrie des molécules. On peut prévoir la géométrie spatiale des molécules à l'aide du modèle de Lewis grâce à la théorie VSEPR. C'est ce que nous allons voir maintenant, et on terminera en grand. Il nous reste à voir dans ce chapitre la géométrie des molécules. On peut prévoir la géométrie spatiale des molécules à l'aide du modèle de Lewis grâce à la théorie VSEPR. C'est ce que nous allons voir maintenant, et on terminera en grand. La théorie VSEPR, qui peut se traduire en français par théorie de la répulsion des doublés électroniques des couches de valence, ou théorie de Gillespie, va donc nous renseigner sur la géométrie spatiale d'une espèce, une fois sa représentation de Lewis connue. La géométrie d'une molécule autour d'un atome donné sera celle pour laquelle les répulsions entre les doublés seront minimales. Et cette théorie propose de partir de la représentation de Lewis, représentation la plus représentative, et de décompter autour d'un atome donné les divers doublés électroniques selon leur nature. Ce décompte se traduit dans un formalisme AX indice N, E indice P. A désigne toujours l'atome central autour duquel on regarde la géométrie. N est le nombre de directions dues aux liaisons, P est le nombre de doublés non liants sur l'atome A. Alors 3 exemples avec la molécule d'eau, l'ion nitrate NO3- et l'ion nitrite NO2-. Dans la molécule d'eau, autour de l'oxygène central, eh bien, on a 2 directions dues aux liaisons simples oxygène-hydrogène, et on a également 2 doublés non liants sur l'oxygène central. Donc, dans le formalisme de la théorie VSEPR, le formalisme AXN-EP, l'eau va être de type AX2-E2. Même travail avec l'ion nitrate. Alors une petite différence, c'est qu'une des liaisons ici est une liaison double et pas seulement une liaison simple. Alors en théorie VSEPR, liaison double ou liaison simple, c'est la même chose, on s'intéresse aux directions prises par les liaisons et que l'on ait 2 doublés d'électrons qui forment la liaison, comme dans le cas d'une liaison double, ou un seul comme dans le cas d'une liaison simple, peu importe la direction est la même. Donc pour l'ion NO3-, eh bien on va dire que l'on a 3 directions dues aux liaisons. Donc le type de l'ion NO3- en théorie VSEPR, ce sera AX3E0 ou AX3. Pas de doublé non liant autour de l'atome central, l'atome d'azote. Vous voyez par contre qu'il y a une charge plus sur cet atome et qu'on ne signifie en rien dans la théorie VSEPR. Cette charge plus, elle ne va pas influer sur la géométrie. Dernier exemple avec la théorie VSEPR, qui peut se traduire en français par théorie de la répulsion des doublés électroniques des couches de valence, ou théorie de Gillespie, va donc nous renseigner sur la géométrie spatiale d'une espèce, une fois sa représentation de Lewis connue. Ce type de décompte permet de trouver la figure de répulsion de l'entité. Figure de répulsion ou géométrie globale de l'entité. Elle est imposée par le nombre de directions prises par les doublés autour de l'atome A.
C'est en fait dans le formalisme AXNEP la somme n plus p. On peut avoir 2, 3, 4, 5 ou 6 directions en fonction de la valeur de n plus p. La théorie VSEPR dit que la géométrie globale de l'entité tente à minimiser les répulsions entre doublés, à la manière en fait de l'agencement pris par différents ballons de baudruche que vous gonfleriez et que vous attacheriez ensemble. Alors, voici à quoi ressemble l'éloignement maximum des doublés électroniques avec un graphisme un peu plus scientifique que les ballons de baudruche, avec des modèles moléculaires, et sont indiqués les angles entre les différentes directions autour de l'atome central. Il va falloir avoir en tête ces angles des différentes figures de répulsion. Pour n plus p égale 2, la figure de répulsion est dite linéaire. Pour n plus p égale 3, elle est dite trigonale ou triangle plan. Pour n plus p égale 4, la figure de répulsion est tétraédrique. N plus p égale 5, elle est bipyramide trigonale ou bipyramide à base triangulaire. Pour n plus p égale 6, elle est dite octaédrique. Ce type de décompte permet de trouver la figure de répulsion de l'entité. Figure de répulsion ou géométrie globale de l'entité. Elle est imposée par le nombre de directions prises par les doublés autour de l'atome A. C'est en fait dans le formalisme AXNEP la somme n plus p. On peut avoir 2, 3, 4, 5 ou 6 directions en fonction de la valeur de n plus p. La théorie VSEPR dit que la géométrie globale de l'entité. Alors, premier exemple avec la figure de répulsion linéaire, c'est-à-dire le cas où n plus p est égal à 2. On va retrouver des cas AX2, E0 ou AX2, seulement en figure de répulsion linéaire. La conséquence, c'est que les deux directions, qui seront à chaque fois des directions dues à des doublés liants, forment un angle entre elles de 180 degrés. On peut donner plusieurs représentations de molécules qui vérifient cette géométrie, par exemple l'hydrure de beryllium, ou l'acide cyanhydrique, ou encore le dioxyde de carbone. Dans ces trois molécules, autour de l'atome central, qui est le beryllium pour la première et le carbone pour la deuxième et la troisième, on a une géométrie linéaire, c'est-à-dire que à chaque fois, les liaisons vont être à 180 degrés l'une de l'autre, que ces liaisons soient simples, doubles ou triples. Alors, figure de répulsion trigonale ou triangle plan avec n plus p qui est égal à 3. Le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est le type AX3E0. C'est par exemple le cas du fluorure de bore BF3. L'atome de bore central forme 3 liaisons avec 3 atomes de fluor. La géométrie est dite trigonale ou triangle plan, c'est-à-dire que les 3 atomes de fluor forment un triangle équilatéral et qu'au centre du triangle, dans le même plan, la molécule est plane, se trouve l'atome de bore. L'angle entre chacune des liaisons est de 120 degrés et la structure est parfaitement régulière. Alors, une petite remarque, la représentation complète de Lewis de BF3 doit faire apparaître une lacune électronique car le bore ne respecte pas la règle de l'octet. Mais le fait de signifier ou pas cette lacune n'a ici aucun intérêt pour la théorie VSEPR qui ne s'intéresse qu'à la répulsion entre doublés. Alors, figure de répulsion trigonale ou triangle plan avec n plus p qui est égal à 3. Le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est le type AX3E0. C'est par exemple le cas du fluorure de bore BF3. L'atome de bore central forme 3 liaisons avec 3 atomes de fluor. La géométrie est dite trigonale ou triangle plan, c'est-à-dire que les 3 atomes de fluor forment un triangle équilatéral et qu'au centre du triangle, dans le même plan, la molécule est plane, se trouve l'atome de bore. L'angle entre chacune des liaisons est de 120 degrés et la structure est parfaitement régulière. Alors, une petite remarque, la représentation complète de Lewis de BF3 doit faire apparaître une lacune électronique car le bore ne respecte pas la règle de l'octet. Mais le fait de signifier ou pas cette lacune n'a ici aucun intérêt pour la théorie VSEPR qui ne s'intéresse qu'à la répulsion entre doublés. Alors, figure de répulsion trigonale ou triangle plan avec n plus p qui est égal à 3. Le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est le type AX3E0. C'est par exemple le cas du fluorure de bore BF3. L'atome de bore central forme 3 liaisons avec 3 atomes de fluor. La géométrie est dite trigonale ou triangle plan,
C'est-à-dire que les trois atomes de fluor forment un triangle équilatéral et qu'au centre du triangle, dans le même plan, la molécule est plane, se trouve l'atome de bore. L'angle entre chacune des liaisons est de 120 degrés et la structure est parfaitement régulière. Alors, une petite remarque, la représentation complète de Lewis de BF3 doit faire apparaître une lacune électronique car le bore ne respecte pas la règle de l'octet. Mais le fait de signifier ou pas cette lacune n'a ici aucun intérêt pour la théorie VSEPR qui ne s'intéresse qu'à la répulsion entre doublés. Alors, figure de répulsion trigonale ou triangle plan avec N plus P qui est égal à 3. Le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est le type AX3E0. C'est par exemple le cas du fluorure de bore BF3. L'atome de bore central forme trois liaisons avec trois atomes de fluor. La géométrie est dite trigonale ou triangle plan, c'est-à-dire que les trois atomes de fluor forment un triangle équilatéral et qu'au centre du triangle, dans le même plan, la molécule est plane, se trouve l'atome de bore. L'angle entre chacune des liaisons est de 120 degrés et la structure est parfaitement régulière. Alors, une petite remarque, la représentation complète de Lewis de BF3 doit faire apparaître une lacune électronique car le bore ne respecte pas la règle de l'octet. Mais le fait de signifier ou pas cette lacune n'a ici aucun intérêt pour la théorie VSEPR qui ne s'intéresse qu'à la répulsion entre doublés. Alors, figure de répulsion trigonale ou triangle plan avec N plus P qui est égal à 3. Le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est le type AX3E. Intéressons-nous maintenant aux géométries possibles en figure de répulsion tétraédrique, c'est-à-dire les cas où N plus P est égal à 4. Le premier cas, c'est s'il n'y a pas de doublé non liant. Le type est donc AX4O0 ou AX4, et c'est le cas par exemple du méthane CH4. La géométrie de la molécule est une géométrie tétraédrique, c'est-à-dire que les quatre atomes d'hydrogène forment un tétraèdre régulier autour de l'atome de carbone, qui est alors au centre du tétraèdre, et les liaisons forment 2 à 2 un angle de 109,5 degrés entre elles. Si on a la présence d'un doublé non liant, ce qui est le cas de la molécule d'ammoniac NH3 par exemple, qui va être de type AX3E1, on observe deux changements dus à ce doublé non liant. L'angle entre les liaisons est inférieur à 109,5 degrés, du fait de la répulsion forte entre les liaisons et le doublé non liant. Là encore, il ne faut pas retenir la valeur précisée ici de 107,3 degrés, mais comprendre pourquoi l'angle entre les liaisons est inférieur à 109,5 degrés. La géométrie maintenant, elle va être également modifiée du fait de la présence du doublé non liant, et la molécule ne sera pas un tétraèdre régulier. On est en figure de répulsion tétraédrique, mais la géométrie pour laquelle on ne considère que l'organisation des liaisons autour de l'atome central d'azote, on occulte le doublé non liant, cette géométrie, elle apparaît comme une géométrie pyramidale à base triangulaire. Les atomes d'hydrogène vont former un triangle, mais l'atome d'azote n'est pas contenu dans le plan de ce triangle, il va se situer en fait au sommet d'une sorte de pyramide écrasée, et on parle de géométrie pyramidale à base triangulaire. Dernière possibilité, si N plus P égale 4, c'est celle d'avoir deux liaisons et deux doublés non liants, et c'est le cas de la molécule d'eau. L'eau est une molécule coudée, c'est-à-dire que les liaisons oxygène-hydrogène forment un coude. On a beau avoir trois atomes, et c'était le même cas que pour SnCl2 tout à l'heure, la géométrie n'est pas linéaire, car la présence des deux doublés non liants impose une organisation globale, ici en figure de répulsion tétraédrique. Alors une remarque, ne confondez pas linéaire et plane. Avec trois atomes, la molécule d'eau n'est pas linéaire, elle est coudée, mais comme il n'y a que trois atomes, elle est nécessairement plane. On précise parfois d'ailleurs que sa géométrie est plane coudée. L'angle entre les deux liaisons, c'est inférieur à 109,5 degrés. On peut même préciser qu'aux répulsions fortes entre liaison et doublés non liants, et vient s'ajouter ici une répulsion encore plus forte entre les deux doublés non liants, ce qui contribue à diminuer encore, par rapport au cas de NH3, l'angle entre les liaisons. Mais encore une fois, retenir juste que l'angle va être inférieur à 109,5 degrés, ça me suffit, et surtout avoir compris pourquoi. Intéressons-nous maintenant aux géométries. On continue avec cette fois les géométries accessibles en figure de répulsion bipyramide trigonale, c'est-à-dire le cas où N plus P est égal à 5.
Alors une chose sur cette figure de répulsion bipyramide trigonale, les 5 directions ne sont pas équivalentes. On va différencier des positions axiales, celle qui est vers le haut et vers le bas, et puis 3 autres positions qui sont les positions équatoriales. Entre 2 positions équatoriales, on a un angle de 120 degrés, et puis entre une position axiale et une position équatoriale, on a un angle de 90 degrés. S'il n'y a pas de doublet non liant, AX5E0, en figure de répulsion bipyramide trigonale, eh bien on a aussi une géométrie bipyramide trigonale. Si on n'a pas de doublet non liant, ça, c'est toujours le cas. C'est le cas, par exemple, de PCl5, le pentachlorure de phosphore. Donc, les atomes de chlore, autour de l'atome central de phosphore, eh bien, forment deux pyramides à base triangulaire, l'une vers le haut et l'autre vers le bas. Les angles, eh bien, c'est 90 et 120 degrés en fonction des liaisons, si elles sont axiales ou équatoriales. Si on a un doublet non liant, comme le cas de SF4, le tétrafluorure de soufre, alors on continue avec cette fois les géométries accessibles en figure de répulsion bipyramide trigonale, c'est-à-dire le cas où n plus p est égal à 5. Alors une chose sur cette figure de répulsion bipyramide trigonale, les 5 directions ne sont pas équivalentes. On va différencier des positions axiales, celle qui est vers le haut et vers le bas, et puis 3 autres positions qui sont les positions équatoriales. Entre 2 positions équatoriales, on a un angle de 120 degrés, et puis entre une position axiale et une position équatoriale, on a un angle de 90 degrés. S'il n'y a pas de doublet non liant, AX5E0, en figure de répulsion bipyramide trigonale, eh bien on a aussi une géométrie bipyramide trigonale. Si on n'a pas de doublet non liant, ça, c'est toujours le cas. C'est le cas, par exemple, de PCl5, le pentachlorure de phosphore. Donc, les atomes de chlore, autour de l'atome central de phosphore, eh bien, forment deux pyramides à base triangulaire, l'une vers le haut et l'autre vers le bas. Les angles, eh bien, c'est 90 et 120 degrés en fonction des liaisons, si elles sont axiales ou équatoriales. Si on a un doublet non liant, comme le cas de SF4, le tétrafluorure de soufre, alors on continue avec cette fois les géométries accessibles en figure de répulsion bipyramide trigonale, c'est-à-dire le cas où n plus p est égal à 5. Alors une chose sur cette figure de répulsion bipyramide trigonale, les 5 directions ne sont pas équivalentes. On va différencier des positions axiales, celle qui est vers le haut et vers le bas, et puis 3 autres positions qui sont les positions équatoriales. Entre 2 positions équatoriales, on a un angle de 120 degrés, et puis entre une position axiale et une position équatoriale, on a un angle de 90 degrés. S'il n'y a pas de doublet non liant, AX5E0, en figure de répulsion bipyramide trigonale, eh bien on a aussi une géométrie. Dernière figure de répulsion, la figure de répulsion octaédrique, n plus p égale 6. Alors cette fois, toutes les directions sont équivalentes. On a un angle de 90 degrés entre les 6 directions autour de l'atome central. Si je n'ai pas de doublet non liant, encore une fois, la géométrie s'identifie à la figure de répulsion. Le cas de SF6, l'hexafluorure de soufre, eh bien la géométrie, c'est un octaèdre, géométrie octaédrique. Tous les angles entre les liaisons sont de 90 degrés. Et donc, cette géométrie, ça se voit comme 4 atomes. Dernière figure de répulsion, la figure de répulsion octaédrique, n plus p égale 6. Alors cette fois, toutes les directions sont équivalentes. On a un angle de 90 degrés entre les 6 directions autour de l'atome central. Si je n'ai pas de doublet non liant, encore une fois, la géométrie s'identifie à la figure de répulsion. Le cas de SF6, l'hexafluorure de soufre, eh bien la géométrie, c'est un octaèdre, géométrie octaédrique. Tous les angles entre les liaisons sont de 90 degrés. Et donc, cette géométrie, ça se voit comme 4 atomes. Dernière figure de répulsion, la figure de répulsion octaédrique, n plus p égale 6. Alors cette fois, toutes les directions sont équivalentes. On a un angle de 90 degrés entre les 6 directions autour de l'atome central. Si je n'ai pas de doublet non liant, encore une fois, la géométrie s'identifie à la figure. Alors le fait de connaître la géométrie d'une molécule va être utile en particulier pour savoir si une molécule est polaire ou non. C'est-à-dire si elle possède ou non un moment dipolaire. Et on verra qu'une molécule polaire ou une molécule apolaire n'ont pas les mêmes interactions vis-à-vis d'autres molécules. Alors, qu'est-ce qu'une molécule polaire ? Une molécule polaire est une molécule qui possède un moment dipolaire. Et un moment dipolaire d'une molécule, c'est égal à la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaison.
Au niveau nomenclature, on va parler de molécules polaires et lorsque la molécule n'est pas polaire, de molécules apolaires. Pour illustrer la notion de molécules polaires ou apolaires, je vais prendre l'exemple de la molécule d'eau, H2O. Je représente ici sa structure de Lewis et H2O, en théorie VSEPR, c'est du type AX2E2, c'est-à-dire que c'est une molécule coudée. L'oxygène et l'hydrogène n'ont pas la même électronégativité. L'oxygène est bien sûr plus électronégatif que l'hydrogène. On a donc apparition dans la molécule d'eau de charges partielles, delta plus et delta moins. On se retrouve avec des charges partielles delta plus sur les hydrogènes et une charge partielle de delta moins sur l'oxygène. La conséquence, on en a déjà parlé dans ce chapitre, c'est que les liaisons oxygène-hydrogène sont polarisées. Alors le fait de connaître la géométrie d'une molécule va être utile en particulier pour savoir si une molécule est polaire ou non, c'est-à-dire si elle possède ou non un moment dipolaire. Et on verra qu'une molécule polaire ou une molécule apolaire n'ont pas les mêmes interactions vis-à-vis d'autres molécules. Alors, qu'est-ce qu'une molécule polaire? Une molécule polaire est une molécule qui possède un moment dipolaire. Et un moment dipolaire d'une molécule, c'est égal à la somme vectorielle des moments dipolaires de chaque liaison. Au niveau nomenclature, on va parler de molécules polaires et lorsque la molécule n'est pas polaire, de molécules apolaires. Pour illustrer la notion de molécules polaires ou apolaires, je vais prendre l'exemple de la molécule d'eau, H2O. Je représente deux autres exemples pour bien comprendre cette notion de moment dipolaire. Ça va nous permettre en plus d'illustrer que c'est vraiment important de connaître la géométrie d'une molécule pour pouvoir déterminer si oui ou non il y a un moment dipolaire. On va travailler sur le dioxyde de carbone CO2 et le dioxyde de soufre SO2. Le carbone et le soufre n'ont pas le même nombre d'électrons de valence, ils ne sont pas dans la même colonne au niveau de la classification périodique. Si je détermine les formules de Lewis sans se soucier de la géométrie, pour le dioxyde de carbone, eh bien, j'ai cette structure-là. Pour le dioxyde de soufre, j'ai cette structure-là. En fait, le soufre est dans la colonne de l'oxygène, il est juste en dessous. Dans la classification périodique, il possède 6 électrons de valence. Comme le soufre est dans la 3e période, il n'a pas lieu de respecter la règle de l'octet, donc pas de problème pour le soufre. On avait déjà vu cette structure de SO2 quand on a parlé de mésomérie. Voici la structure de Lewis la plus probable pour SO2. Intéressons-nous maintenant à la géométrie de ces entités. CO2 est de type AX2, SO2 de type AX2E, puisque j'ai un doublé non liant sur le soufre. La conséquence, CO2 va être une molécule linéaire, alors que SO2 va être une molécule coudée. Les liaisons sont polarisées aussi bien dans CO2 que dans SO2. En effet, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc on a des liaisons de... Alors sur plusieurs petits exemples, on va aller voir, en fonction des géométries, quand est-ce que les vecteurs s'annulent et quand est-ce qu'on a une résultante nulle ou pas. Sur la plupart des cas que l'on peut trouver en théorie VSEPR, ça aidera ceux qui ne voient pas très bien dans l'espace. Commençons par un cas simple, une figure de répulsion et une géométrie en triangle plan. Donc c'est mon schéma en haut à gauche. J'imagine un atome central et puis 3 liaisons identiques que je considère bien entendu polarisées. Donc je représente des petits vecteurs pour montrer que ces liaisons sont polarisées. Mes 3 atomes verts sont identiques, donc la norme de mes vecteurs est la même. Si je fais la somme de ces 3 vecteurs, vous pouvez vous entraîner chez vous. Si vous avez vraiment du mal à voir, vous utilisez des carreaux pour bien voir qu'au final, la résultante est nulle au niveau de la somme des 3 vecteurs rouges. Maintenant, si je suis dans une géométrie tétraédrique, même chose, je considère un atome central lié à 4 atomes bleus qui sont identiques, donc je vais toujours avoir les mêmes normes pour mes vecteurs. Je considère bien entendu mes liaisons polarisées. Donc les 2 vecteurs bleus ici vont donner comme résultante un vecteur qui va être dans le plan de ma diapositive. De la même manière, les 2 vecteurs rouges, ici avec un vecteur qui part vers l'arrière de la diapositive et un vecteur qui vient vers l'avant de la diapositive, eh bien, je vais avoir une résultante pour ces 2 vecteurs rouges qui va être un vecteur dans le plan de la diapositive. Et en fait, les 2 vecteurs, le premier qui est la somme des 2 vecteurs bleus, le deuxième qui est la somme des 2 vecteurs rouges, vont s'annuler au niveau de cette géométrie tétraédrique et la résultante va également être nulle. Si j'ai une géométrie maintenant bipyramide trigonale, on a déjà parlé de la somme de 3 vecteurs sur un triangle
lorsque on a regardé la géométrie triangle-plan. Donc tout ce qui est dans le plan équatorial, si j'avais dessiné 3 vecteurs, ils s'annuleraient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en plus les vecteurs qui partent en position axiale. On voit manifestement ici, s'ils sont de même norme, que le vecteur rouge et le vecteur bleu vont s'annuler. Et comme les 3 vecteurs du plan équatorial s'annulent, au final, la résultante est nulle. Si la géométrie est cette fois octaédrique, eh bien les vecteurs vont s'annuler 2 à 2. Ici, le vecteur rouge s'annule avec le vecteur bleu, et on peut faire le même travail pour les 4 atomes qui restent. On trouvera encore une fois, ici, une résultante nulle. Alors, ce petit travail, c'était pour vous aider un petit peu, si vous ne voyez pas dans l'espace. Il ne faut pas en conclure qu'on a toujours des résultantes nulles. Non, bien entendu, il existe des géométries. Par exemple, cette géométrie en T. Les 2 vecteurs rouges, ici, de mes liaisons polarisées vont s'annuler. Il reste une résultante, et donc la molécule ici considérée sera forcément polaire. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples qui vont servir justement de contre-exemples. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples qui vont servir justement de contre-exemples. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples qui vont servir justement de contre-exemples. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples qui vont servir justement de contre-exemples. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples qui vont servir justement de contre-exemples. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples qui vont servir justement de contre-exemples. Alors vous pourriez avoir envie, étant donné les exemples que je vous ai montrés diapositives précédentes, pourriez avoir envie de dégager une espèce de loi qui serait, si jamais je n'ai pas de doublé non liant, je vais toujours avoir une résultante nulle. Et si j'ai un doublé non liant, je peux avoir un vecteur de polarité. Alors il faut se garder de toute généralisation abusive. Je vais vous donner des exemples. Donc, ainsi se termine ce chapitre sur l'architecture moléculaire, qui est vraiment le chapitre clé, qui est le chapitre le plus long, avec le plus d'informations, et qui est un chapitre extrêmement important dans ce cours de chimie physique. Alors au niveau du grand 1, on a d'abord une partie très informative sur les différents types de liaisons. Ça c'est plutôt du ressort de votre culture générale. Et puis il y a des choses dont vous entendrez parler dans d'autres cours au niveau de votre formation. Ce qui est fondamental, c'est ce qui est entre le grand 1,2 et le grand 1,6, qui met en place les représentations de Lewis, la notion de charge formelle, de nombre d'oxydation, comment trouver une représentation de Lewis, etc., etc. Au niveau du grand 1,7, les caractéristiques de la liaison covalente, il ne faut pas connaître par cœur les valeurs données, qui sont juste là pour illustrer, mais connaître les ordres de grandeur en kilojoules par mol de l'énergie des liaisons et en picomètre de la longueur de liaison. Comprendre également le concept de liaison polarisée qui resservira pour un autre
concept une autre notion très importante qui est celle qu'on vient de voir de moment dipolaire d'une molécule. Au niveau du grand 2, c'est-à-dire la partie sur la mésomérie, c'est quelque chose ici de très important et qu'il faut maîtriser. Il faut s'entraîner sur des exemples parce que ce n'est pas quelque chose de très simple. Entraînez-vous sur les exemples qui sont donnés dans le cours. J'ai choisi ces exemples pour leur difficulté progressive et puis pour essayer de faire un petit peu le tour de ce qu'on peut vous demander au niveau de la mésomérie. Pour ce qui est du grand 3, il y a d'abord la théorie VSEPR. Il faut savoir retrouver sur un exemple la géométrie. Attention, ne surtout pas apprendre les exemples. Il y a un fonctionnement à comprendre pour retrouver facilement la géométrie d'une molécule. Une fois qu'on a compris, c'est très facile de retrouver la géométrie d'une molécule à partir du nombre de directions, du nombre de doublés liants et du nombre de doublés non liants. Il faut également connaître les angles des figures de répulsion, pas des géométries, juste celles des figures de répulsion, et savoir interpréter la diminution de la valeur d'un angle du fait de la présence d'un ou deux doublés non liants. Juste leur diminution, pas du tout connaître la valeur des angles lorsque la géométrie n'est pas identique à la figure de répulsion. Pour terminer, il faut savoir déterminer si une molécule est polaire ou non. Vous avez suffisamment d'exemples donnés sur les 3 dernières diapositives pour vous entraîner sur cette notion de polarité de molécules qu'on reverra par la suite et dont on se servira très largement par la suite.